Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire sordide, comme d'habitude me direz-vous, mais celle-là, elle est particulièrement glaçante. C'est celle d'une amitié empoisonnée, une relation longue, profonde, mais qui va dégénérer jusqu'au pire. C'est l'histoire de deux femmes qui se connaissaient depuis toujours, depuis l'enfance, mais un jour, l'une d'elles décide de faire taire l'autre, et ce de façon ignoble et pour toujours. Nous sommes en décembre 1988 à Tours, en Indre-et-Loire. Un matin glacé de décembre, sur le parking de l'hôpital Trousseau, un promeneur fait une découverte qui va marquer la ville pour longtemps. Il remarque un sac poubelle noir abandonné à proximité d'un conteneur. Curieux, il s'approche. L'odeur est forte. Il ouvre le sac. Et ce qu'il voit le paralyse d'horreur et le marquera pour toujours. C'est un bras humain parfaitement sectionné. Quelques heures plus tard, d'autres sacs similaires sont retrouvés dans un local à poubelle et près d'un supermarché de la ville. Les morceaux sont emballés dans du plastique, serrés dans des sacs et disposés à des endroits très stratégiques. On s'aperçoit que le corps a été découpé méthodiquement. Mais voilà, la tête manque encore. La police va très rapidement faire le lien avec une disparition signalée quelques jours plus tôt. Et oui, la victime, elle s'appelle Françoise. Elle a 38 ans, elle est célibataire et sans enfant. Elle travaille dans un service administratif. C'est une femme discrète, méthodique, de celles qu'on remarque peu, on ne fait pas tellement attention à elle. Mais elle a des amis, et ceux-ci l'estiment énormément. C'est une femme sérieuse, fidèle, prévenante, une femme calme, attachée à ses habitudes. Elle a quelques passions, la lecture, la musique et son chat. C'est d'ailleurs ce dernier qui a alerté les proches, parce que l'animal a été retrouvé seul chez elle, affamé. C'est ce détail qui va déclencher l'alerte. En effet, depuis le 6 décembre, Françoise ne donne plus de nouvelles. Elle ne répond pas au téléphone, elle ne répond pas aux SMS, elle ne s'est pas présentée au travail et n'a prévenu personne. Le téléphone reste muet, définitivement muet. Son appartement est intact, bien ordonné, bien rangé, mais quelque chose ne va pas. Les enquêteurs vont commencer par retracer les derniers instants connus de Françoise. Une amie, ainsi que plusieurs voisins, affirment qu'elle s'est rendue chez une certaine Sylvie le soir de sa disparition. Ah, c'est une amie d'enfance, Sylvie. Elles se connaissent depuis fort, fort longtemps. Elles ont été très proches, mais aussi, parfois, très éloignées. C'est une relation instable, ponctuée de réconciliation, de silence. C'est un petit peu une relation toxique. C'est comme, c'est un peu je t'aime, moi non plus. On s'adore, on passe des soirées ensemble, et ça se finit mal. On va se disputer, elle se revoit pas pendant des semaines, et hop, ça recommence. Donc Sylvie va admettre avoir vu Françoise ce soir-là. Elles auraient dîné ensemble en quelque sorte, et puis Françoise, après une brouille, comme ça arrive souvent, elle serait rentrée chez elle. Ceci dit, il y a quand même un élément troublant dans cette déclaration. C'est que personne n'a vu Françoise ressortir de l'immeuble. Et les habitants du quartier n'ont pas croisé sa voiture. C'est louche ça. Peu à peu, les regards des enquêteurs vont se tourner vers Sylvie. Alors, qui est Sylvie, la bonne amie? Alors, Sylvie, elle a 37 ans. Elle vit seule avec ses 2 enfants, 2 adolescents, dans un petit appartement à Tours. Elle est divorcée et son ex-mari est parti après une relation orageuse. Et depuis, elle enchaîne les relations éphémères, sans grande importance.
Elle a une vie dure, Sylvie. Elle est marquée par l'instabilité. Déjà professionnelle. Elle n'a pas de travail. Elle fait des petits boulots comme ça, à droite à gauche. Rien de sérieux. Et puis sentimentale. Personne dans sa vie. Le vide intersidéral, ponctué de temps en temps de rencontres d'un soir. Affective. Personne ne l'aime. À part ses enfants. Mais voilà, elle est en manque d'amour. Sylvie, elle est en colère contre beaucoup de choses. Et depuis quelques mois, elle reproche à Françoise, sa meilleure amie, de l'avoir abandonnée. Et en plus de lui avoir piqué un Jules alors qu'elles étaient adolescentes. Voilà, elle lui reproche d'être distante et d'être moins présente. Donc, voilà, Sylvie, elle devient très rapidement la suspecte numéro 1. Outre le fait qu'elle connaît Sylvie depuis des années, les enquêteurs se rendent compte que c'est une amitié pleine de hauts et de bas. Il y a toujours une jalousie sous-jacente. Sylvie, elle est jalouse de Françoise. Il y a des disputes à propos d'argent, mais aussi d'hommes. Eh oui, malheureusement, les deux femmes ont été attirées par les mêmes hommes. Ah, ça pose problème, ça. Ça laisse des traces. C'est difficilement pardonnable. Et l'enquête de voisinage confirme. Françoise, elle est bien montée chez Sylvie. Mais voilà, elle n'en est jamais redescendue. Alors, selon l'adage populaire, dernier témoin, premier suspect. Pour les enquêteurs, ça ne fait plus aucun doute. Sylvie est la suspecte numéro 1. Donc, ils vont passer à la vitesse supérieure et ils vont aller perquisitionner l'appartement. Or, ce qu'ils vont découvrir va leur glacer le sang. Déjà, sous la trappe de la baignoire, ils vont découvrir des bijoux ayant appartenu à Françoise. Mais ce n'est pas tout. Il y a dans la salle de bain des traces brunâtres, maladroitement essuyées. Bien évidemment, après analyse, on va découvrir qu'il s'agit des traces de sang. Et pas n'importe quel sang. Le sang de Françoise. Elle est aussitôt inculpée et ils vont mettre les bouchées doubles lors de l'interrogatoire. Sylvie va nier d'abord. Elle tente de brouiller les pistes. Elle invente une soi-disant implication de 2 hommes qui auraient donné rendez-vous à Françoise. Mais ça ne tient pas debout son explication. Elle s'embrouille, elle confond tout. Bref, ça n'a ni queue ni tête. Et puis, face à la multitude de questions, la pression des enquêteurs, les incohérences s'ajoutant, finalement, elle va craquer et elle va raconter. Alors, ce que je vais vous raconter là, ça dépasse l'entendement. Donc, elle a invité son amie à dîner et puis elle lui a préparé un repas spécial puisqu'elle lui a mis du somnifère dans son verre. Françoise s'est assoupie, s'est endormie très rapidement et Françoise l'a étranglée. Mais ce n'est pas tout. Elle a ensuite caché le cadavre de son ami sous une couverture, sous une sorte de bâche, sur son balcon. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous que le même soir, elle a organisé une fête d'anniversaire de son fils. Donc, des adolescents, des jeunes enfants s'amusaient dans la pièce à côté, soufflaient un gâteau d'anniversaire, chantaient « Joyeux anniversaire !» alors que la malheureuse était morte sur le balcon dans la pièce à côté. Vous imaginez. Et Françoise, poker face, tout va bien, elle rigole, elle chante avec ses enfants et elle joue la mère parfaite en chantant « Joyeux anniversaire !» alors que quelques heures plus tôt, elle venait de tuer sa meilleure amie et l'avait mis sur le balcon. Mais ce n'est pas tout encore, car dès le lendemain, comment faire disparaître un corps ? Eh bien, c'est simple. Les enfants sont au collège. Elle a emprunté un couteau et un hachoir à sa propre mère en disant qu'elle allait faire la cuisine
et elle a découpé son ami. Pire encore, elle a décapité la malheureuse victime et a mis la tête dans le four à micro-ondes. Ensuite, tout simplement, elle a mis les différentes parties du corps de Françoise dans des sacs poubelles et elle est allée les disséminer aux 4 coins de la ville. Supermarché, hôpital, plan d'eau. Voilà, tout simplement. Les enquêteurs, devant ces aveux effroyables, sont atterrés. Mais pourquoi ? Pourquoi tuer une amie d'enfance ? Sylvie va parler d'humiliation, de disputes anciennes. Elle s'est dit être trahie, abandonnée. Elle accuse Françoise de l'avoir dévalorisée, rabaissée. Ah, elle la détestait. Elle voulait se venger. Venger de quoi ? On ne sait pas. En tout cas, elle ne voulait plus la laisser partir. Il n'était plus question d'amitié ici, mais de contrôle et d'obsession. Le procès de Sylvie va avoir lieu en juin 1991. À Tours, la salle d'audience est pleine. La défense va tenter de plaider l'altération du discernement en expliquant que Sylvie était sous l'effet de médicaments. Mais que nenni, les experts psychiatres sont formels. Elle était consciente et parfaitement maîtresse d'elle-même. Les jurés sont absolument choqués par la violence du crime, bien sûr, mais aussi par le sang-froid, la planification et cette capacité à dissimuler un meurtre en pleine fête d'enfants. Sylvie est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Les jurés ont à l'esprit que le soir de la disparition de Françoise, Sylvie a organisé une fête d'anniversaire pour son fils. Il y a une dizaine d'enfants qui sont présents. Il y a des ballons, des boissons, des jeux, une ambiance festive. Mais dans le même appartement, sur le balcon, dissimulé sous une couverture, repose le cadavre de Françoise. Et Sylvie, elle est là, elle sourit, elle parle aux invités, tout en cachant un secret effrayant, à quelques mètres des rires d'enfants. Certains invités ont noté un étrange comportement. Elle semblait un petit peu absente. Et puis elle aurait dit à l'un d'eux cette phrase glaçante « Je me suis mis dans une drôle de galère ». Enfin, pour conclure sur cette amitié devenue une obsession, je dirais que le meurtre de Françoise n'est pas qu'un fait divers atroce. C'est l'histoire d'une amitié qui a mal tourné, une relation faite de dépendance, de rancune, d'envie. C'est le récit glaçant d'un crime prémédité, commis par une femme capable de cacher un cadavre sur le balcon, tout en chantant « Joyeux anniversaire » à son fils. Voilà, mon histoire terrible est terminée. J'espère cependant qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur 1001 crimes pour un nouveau crime.